Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Imagine, tu dois envoyer un fichier énorme. Et là, frustration, t'as un gros du secteur que je me permets de citer parce que notre invité me l'a permis, qui s'appelle WeTransfer, et t'as WeTransfer qui bloque, email qui refuse, cloud qui rame. C'est à ce moment-là que tu te dis punaise, c'est le moment de douleur que tu dis il y a une solution à trouver. Et c'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'il y a les meilleures solutions, les meilleures idées, les meilleures solutions qui émergent. Et c'est justement partager un fichier, c'était aussi facile, aussi simple que respirer. Et si au lieu de dépendre des géants américains, eh bien, on pouvait s'appuyer sur une solution française, élégante, rapide et gratuite. Et c'est exactement le pari qu'a relevé mon invité aujourd'hui, un entrepreneur visionnaire qui a transformé le problème universel en opportunité mondiale. Il a fondé FromSmatch.com, une alternative, vous allez voir, audacieuse, made in France, qui a déjà séduit des centaines, non que dis-je, des millions d'utilisateurs dans le monde. Waouh, c'est incroyable. Et on va voir ensemble son parcours, il va nous le raconter, on va voir ses batailles, ses choix, ses peut-être secrets et de croissance, on verra. Et surtout comment il a osé défier les Goliaths du marché. Alors accrochez-vous parce que ce que vous allez entendre peut transformer votre manière de voir l'entrepreneuriat digital. Bienvenue Romaric, ¿qué tal, cómo estás? Bonjour, eh ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation. J'espère que je me fais pas de soucis, passer un bon moment. Et je vais essayer effectivement de partager au mieux mon expérience à la fois entrepreneuriale et puis notre projet et aventure Smash dans cet univers du transfert de fichiers volumineux. Parfait, alors toi, pour connaître un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu avais comme entreprise avant de lancer Smash? C'est un projet complètement à temps complet? Quel est ton parcours juste avant? Quel est ton background, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique? Écoute, moi j'ai toujours été dans l'univers du digital, parce que j'ai fait mes études dans ce qu'on appelait auparavant le multimédia, et puis ensuite j'ai travaillé dans l'univers du digital au sein d'un grand groupe dans la communication, où j'ai participé au déploiement de l'entité digitale du groupe. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années, et puis ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, où j'ai monté 2 projets avant de partir dans l'aventure Smash. C'est une aventure qui a commencé en avril 2017, donc okay. Ça fait maintenant 8 ans, un peu plus de 8 ans qu'on travaille sur le projet. Donc bien évidemment c'est un projet sur lequel on passe beaucoup de temps et d'énergie. On est bien évidemment à temps plein, même à temps très plein, on va dire, mais c'est un projet qui est excitant, et on a la chance de réussir à faire notre trou et d'avoir un quotidien qui est extrêmement passionnant et enrichissant, de par l'évolution à la fois du projet, mais aussi l'évolution des technologies, des usages, des réseaux qui nous amènent à avoir un quotidien passionnant, et à essayer d'appréhender, d'utiliser et d'intégrer au mieux l'ensemble de ces paramètres pour amener le projet là où on aimerait l'amener, sachant que depuis dès le départ, on a souhaité avec pas mal d'ambition se lancer ce marché pour devenir un acteur majeur du transfert de fichiers volumineux dans le monde. Donc on a tout de suite vu entre guillemets grand, c'est-à-dire international, et
et avec vraiment en tête qu'on a besoin de construire un projet qui allait devoir être en mesure de pouvoir euh, rapidement, ce qu'on appelle vulgairement dans l'univers dans lequel on est, c'est scaler, c'est-à-dire pouvoir absorber des centaines, des milliers, puis des millions d'utilisateurs qui envoient des pétas de données un peu partout dans le monde. D'accord. Voilà, Et donc ça c'était un peu l'enjeu et l'ambition. Et c'est un peu aujourd'hui ce qui nous anime dans notre quotidien. donc 2017, c'est venu d'une frustration personnelle ou d'une observation de marché. Tu dis, ah là, il y a une niche, il y a Ouais, moyen non, c'était plus une observation de marché et à travers effectivement euh, des expériences qu'on a pu vivre avec les personnes avec qui je travaille au sein même du projet, qui sont d'ailleurs toujours un peu d'actualité, même si on essaye de répondre à ce besoin. C'était essayer de proposer une solution qui soit extrêmement simple d'usage, mais qui soit à la fois sécurisée, éthique et responsable, et qui permette à n'importe quelle typologie d'utilisateur, que ce soit un particulier ou un professionnel, ou aussi des collaborateurs ou des responsables ou des dirigeants au sein de PME, de TI ou de grandes organisations, qu'elles soient dans le domaine privé ou public, de pouvoir encourager l'utilisation et l'usage de Smash au sein de leur, voilà, de leur quotidien et de leur entreprise. Et alors, en 2017, il y avait quand même déjà des acteurs, non? On va parler du plus gros aujourd'hui, qui WeTransfer. Mais pourquoi quand tu as vu la niche, enfin l'espace, c'est quoi qui t'a animé à affronter un géant comme WeTransfer par exemple? Ce qui nous a animés, c'est que oui, c'est un géant, mais qui adresse un marché mondial. Et sur un marché mondial, il peut avoir de la place pour plusieurs acteurs. D'autant plus que WeTransfer est effectivement un géant qui est très reconnu en France, puisque c'était, je ne sais pas si ça l'est encore, mais le marché numéro 1 de WeTransfer, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres pays en Europe ou sur d'autres continents. Et on s'est dit, sur un marché aussi gros, qui est en croissance, les gens envoient de plus en plus de fichiers et de fichiers volumineux de par l'évolution des technologies, l'évolution des réseaux qui permettent plus facilement de pouvoir envoyer des contenus volumineux. On s'est dit qu'il y avait peut-être de la place pour d'autres acteurs. Donc on a essayé d'identifier ce qui pourrait nous permettre de générer un peu d'appétence et de se rendre visible, et après essayer de construire une stratégie pour essayer d'acquérir des nouveaux utilisateurs et de venir un peu les titiller sur un marché qu'on adresse en commun, qui est le marché entre guillemets du gratuit et des petits pros indépendants. Mais au-delà de ça, nous aussi on a construit une offre en fait qui répond aussi aux besoins des grandes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Et sur ce segment de marché, on n'est pas du tout en concurrence avec WeTransfer, on était en concurrence plus avec d'autres éditeurs, mais qui étaient très orientés grands groupes. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est au sein d'une même offre répondre à la fois à des besoins de particuliers, mais aussi de petits pros, mais des organisations plus grandes et des organisations même très grandes. Et ça a été un peu le challenge, donc il a fallu du temps pour construire tout ça. Et maintenant, on est plus dans une phase où on essaye d'être le plus visible possible et pour pouvoir déployer à travers une offre aujourd'hui qui est mature et qui nous permet d'adresser toutes ces typologies entre guillemets d'entreprises de par leur taille, mais aussi les segments de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et les secteurs de marché qu'on adresse sont vraiment divers dans toute typologie de métiers, entre guillemets. Les collaborateurs au sein de ces organisations sont amenés à partager des fichiers avec les acteurs de leur écosystème, que ce soit leurs clients ou leurs fournisseurs, partenaires, prestataires. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment
utilisé à la fois dans le monde entier et par des petits, des moyens et des très gros. Et ça, c'est assez excitant 8 ans Ouais. après de se rendre compte qu'on a réussi à faire un peu voilà, notre trou. Et Ouais, t'as pris des parts de marché, quoi. Et c'est intéressant, hein, de se dire, ok, d'abord, on va essayer de séduire la base des gens, comme tu dis, des professionnels, des indépendants, pour gagner en popularité, que le bouche à oreille se fasse, et que c'est peut-être ces petits indépendants, ensuite, ils vont monter dans des groupes qui vont proposer le service, puisqu'ils l'ont déjà connu, et puis monter en gamme en proposant même des services dédiés exactement. aux grands groupes, puisque tu me dis que tu as une offre spécialisée sur ça, où c'est que tu rentres en concurrence avec personne, et ça c'est intéressant aujourd'hui, où c'est qu'on essaie On, d'être on rentre en concurrence avec d'autres acteurs que WeTransfer, avec des acteurs qui sont positionnés sur ce segment de marché. Mais ce que tu présentes bien, ça résume effectivement la manière dont c'est développé sur les 8 années. C'est qu'on a eu cette stratégie-là. Je reprends un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire au début on a lancé qu'une offre gratuite, on n'est pas d'offre payante. Ce qu'on a souhaité, c'est essayer de proposer l'offre gratuite la plus séduisante du marché en termes à la fois de fonctionnalité mais aussi en termes de performance. Et pour essayer de commencer à se faire un petit nom et essayer de faire en sorte qu'il y ait la viralité qui soit générée. Parce qu'on a compris quelque chose dans l'univers du transfert fichier, c'est qu'il y a toujours un expéditeur et des destinataires. Et l'idée, c'est de capter des expéditeurs qui envoient des destinataires et que ces destinataires, demain, puissent eux devenir expéditeurs. Et l'idée, c'est de créer une espèce de boule de neige et qui grossit avec le nombre d'utilisateurs. Donc on a eu vraiment cette stratégie où pendant presque 2 ans, on a fait que du gratuit, que du freemium. Ah mais ça marche en plus. Et après, petit à petit, on a créé nos offres payantes en créant tout d'abord une première offre premium adaptée aux besoins des professionnels indépendants. Et après, des offres, ce qu'on appelle nous team, qui permet à des petites entreprises ou à des équipes au sein d'organisations de pouvoir utiliser Smash à plusieurs. Et puis après, on a créé ces fameuses offres pour l'entreprise. Ouais, Donc on on va a en parler. construit dans le temps, mais surtout on l'a aussi co-construit, c'est-à-dire qu'on l'a construit sur la base des retours qu'on a pu avoir et on continue à fonctionner de cette manière-là d'ailleurs avec l'ensemble de nos utilisateurs. Parce que ce qui fait partie un peu de l'ADN de Smash, c'est quand même derrière la simplicité, la fluidité dans l'expérience qu'on peut proposer et en y apportant une couche de performance et de sécurité très forte. Ça fait partie de l'ADN. Et il y a un autre élément qui est fondamental et qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est, c'est de créer de la proximité avec l'ensemble de nos utilisateurs. Dès le début, ça c'est quelque chose qu'on a intégré, c'est essayer d'échanger le plus possible avec nos utilisateurs pour pouvoir faire évoluer le produit par rapport aux attentes du marché. Voilà, et non pas se dire, là, on a nous une idée en tête de par des expériences qu'on a pu vivre et puis on déroule. Non, on a lancé cette première version gratuite qui a vécu de manière indépendante et seule pendant 2 ans avant que du premium arrive. Et après, tout a été co-construit, j'ai envie de dire, avec l'ensemble de nos utilisateurs. Et ça fait encore partie de notre ADN, c'est de donner la parole à nos utilisateurs et de pouvoir ensuite piloter un peu le projet par rapport à ça. Donc ça nous permet d'être au plus près de la réalité du terrain et des besoins que peuvent nous remonter nos utilisateurs. Et ça a été important et je pense que ça nous a surtout permis peut-être de faire des erreurs, à vouloir peut-être essayer de se diversifier en apportant des touches ou des fonctionnalités collaboratives ou plus orienté stockage, cloud. Et en fin de compte, on est resté sur quelque chose de très simple. Et c'est bien, en fait, on fait que du transfert de fichiers. Que ça. On n'a rien apporté autour. Donc ça peut paraître aujourd'hui, après 8 ans, surprenant, mais non, on s'est toujours tenu à ça. Et aujourd'hui, c'est je pense, un élément qui nous permet de performer, parce que du coup c'est une brique que les gens viennent
ajouter de manière complémentaire à d'autres à d'autres solutions. Nous, on est spécialisé là-dedans et on essaye d'être les plus performants possible sur cette partie qui concerne le transport des fichiers. Excellent. J'ai quelque chose à noter que notre audience va apprécier, c'est que tu as utilisé la bonne vieille recette de je t'envoie quelque chose, sache qui c'est qui est en train de te l'envoyer pour que tu l'utilises ensuite. Un peu, souvenez-vous de la technique de Hotmail et Outlook pour se développer. Et avec le pied de page, vous avez reçu cet email via Hotmail. Inscrivez-vous gratuitement pour avoir ce genre de choses. Et donc ça c'est excellent, ça continue à marcher. On utilise également dans le B2B Member Get Me Member, c'est le même type de procédé, ça fonctionne toujours encore aujourd'hui. Et en fait il faut se dire une chose, c'est que ce qui marche, les choses simples qui ont marché il y a un siècle, ils vont marcher encore aujourd'hui. Le cerveau humain il n'a pas évolué plus que ça. Les bonnes recettes, les biais cognitifs sont les mêmes. Donc pas besoin de réinventer la roue. Si ça marche, on continue. C'est ce que tu es en train de nous dire. Et alors sur la différenciation avec la proximité, la simplicité, d'ailleurs vous pouvez aller voir, je vais mettre en ce moment même le site web où c'est qu'on voit que c'est très simple, directement un gros espace fond sympa, un bouton, transférer le fichier, tu sais ce qu'il faut faire quand tu arrives sur le site. Je veux dire, il n'y a pas plus L'élément simple. parasite, les perturbateurs, on fait du transfert fichier, on arrive. Appuie sur le bouton. La seule chose qu'on peut faire sur la page, c'est déposer ces fichiers et ensuite on se. Entre guillemets, on s'est un peu inspiré de ce qu'a fait Google, c'est-à-dire une page blanche avec un moteur de recherche au milieu. Ils font de la recherche, enfin en tout cas au début, c'est ce qu'ils faisaient. C'est un peu dans cet état d'esprit. Vous allez voir, c'est un straight to the point. On donne la possibilité. Voilà, donc de garder cette simplicité, ça c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'ADN Smash. Et après d'y ajouter vraiment, parce que derrière, on répond quand même à des enjeux qui peuvent être business. Il faut que ça soit performant et sécurisé. Et donc ça, c'est notre quotidien, c'est faire en sorte que les fichiers arrivent à leur destinataire et qu'ils y arrivent le plus rapidement possible et de manière sécurisée. Donc au final, c'est assez simple, dit comme ça. Un peu d'ailleurs comme, quand je prends l'exemple Google, c'est que quand on arrive sur l'interface, on peut se dire c'est d'une simplicité extrême, une page blanche avec un moteur de recherche, c'est pareil, c'est une page avec un bouton au milieu, sauf que derrière, il y a une véritable usine. Bien sûr. Voilà, des choses reste performantes qui nous permettent d'offrir une expérience. On est vraiment dans l'expérience utilisateur, on essaye de faire en sorte que l'expéditeur vive une expérience qui soit remarquable, et on essaye de faire la même chose aussi pour le destinataire qui va recevoir les fichiers, c'est-à-dire avoir une page pareil avec un seul bouton au milieu, mais qui propose là de télécharger les fichiers. On a rajouté un peu plus tard un deuxième bouton qui permet de prévisualiser les fichiers avant de les télécharger, s'il le souhaite, pour éviter de devoir tout télécharger et juste télécharger les éléments qui l'intéressent, et surtout qui lui permettent aussi depuis le mobile d'avoir une vue de ce qui peut être amené à télécharger. Mais ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça en termes d'expérience utilisateur. Donc on utilise les bonnes recettes de croissance qui ont toujours marché et on reste simple sur le produit, pas besoin de le compliquer. Alors from Smash, c'est .com Smash entre nous, c'est gratuit, d'accord, sans limite de taille, mais à un moment donné il faut faire rentrer des revenus dans l'entreprise, parce que c'est pas une association, et donc comment justement tu parlais de certaines offres entreprises, et comment tu as trouvé le bon modèle économique? Nous, ce qu'on avait en tête et ce qu'on savait un peu faire de par nos expériences précédentes, c'est de proposer un business freemium premium avec de l'abonnement. Donc avec de la récurrence sur la génération des revenus. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui finance à 99% Smash, c'est les abonnements.
on a effectivement une offre gratuite euh, qui est voilà, extrêmement riche et qui répond à des besoins occasionnels. Mais lorsqu'on a des besoins plus Régulier. récurrents, euh, eh bien, derrière, il est plus intéressant de pouvoir à un prix extrêmement accessible, de pouvoir passer en version pro ou en version team ou en version enterprise. Et c'est la vente de ces abonnements en France, mais dans le monde entier, qui nous permettent de financer le projet depuis, on va dire 6 ans, parce qu'au début, pendant 2 ans, on avait une offre gratuite donc, qui était auto-financée par je pense ce qu'on avait injecté dans l'entreprise et aussi par une levée de fonds qu'on avait pu réaliser assez rapidement. Et, voilà, et ensuite ça nous amène donc sur le premium qui finance à 99%. Quand je dis 99%, parce qu'il y a une petite partie qui n'est pas de l'abonnement, qui est ce qu'on pourrait appeler du sponsoring, où on a quelques acteurs, notamment dans l'industrie créative et culturelle, qui nous sollicitent pour mettre en place des collaborations. Et voilà, et ces collaborations peuvent être amenées à générer des revenus. Mais ça, on va plus dire que c'est un... Marginal complètement, si c'est 1%. Mais c'est bien d'être Voilà, transparent. c'est entre guillemets marginal, mais voilà, on gagne de l'argent sur la vente d'abonnements. Ok. Et c'est donc ce sont souvent des entreprises. Donc tu saurais les définir, le type d'entreprise. En fait, on a vraiment, on a 2 canaux de vente, on va dire. On a des offres pro et team qui se vendent directement en ligne, où là, tous les jours, on a des personnes qui souscrivent en ligne. Donc là, on connaît pas en fait peu les clients, c'est-à-dire que si on fait pas l'effort d'aller voir qui s'est abonné la veille, on sait pas qui c'est. Sauf que maintenant, on a atteint un volume important, donc on prend même plus le temps entre guillemets d'aller voir qui s'est abonné. D'autant plus que bon, il y a des noms qui parlent. Quand c'est des Français, mais quand c'est dans le monde entier, ça nous parle pas. Donc ça, c'est des milliers d'abonnés qu'on a dans le monde entier, qui payent des abonnements soit mensuels, soit annuels ou soit pluriannuels, c'est-à-dire 2 ans. Voilà. Ok, là, c'est intéressant. Avec une dégressivité importante, c'est-à-dire qu'on encourage l'abonnement annuel ou pluriannuel, donc il y a des dégressivités qui, quand on s'abonne 2 ans, on a moins 52% de remise par rapport à un abonnement mensuel. Ah oui. Donc on donne vraiment la possibilité à des professionnels indépendants qui sont beaucoup quand même dans l'industrie, quand on parle de petits, qui sont beaucoup dans l'industrie créative, culturelle, ou voilà, qui produisent des contenus et qui vivent de la vente de leurs contenus. Eux, d'avoir une offre premium, ça fait sens. Et derrière, on leur donne la possibilité, à travers un abonnement annuel ou pluriannuel, d'accéder à des prix qui sont, qui défient toute concurrence. Honnêtement, on est très accessible par rapport à notamment à WeTransfer ou à d'autres acteurs dans le monde. Voilà, c'est ce qui fait que du coup, il y a un taux de transformation qui est peut-être plus important que chez les concurrents. Et surtout, les abonnés restent abonnés. Donc ça, c'est voilà. Et ensuite, on a un deuxième canal, c'est ce qu'on appelle nous, là c'est pour la partie grande entreprise, où là derrière il y a une relation humaine qui est nouée avec l'entreprise qui fait une demande en fait de prise de contact et depuis notre site internet et qui après souhaite échanger avec nous pour en savoir plus. Mais là, on est en discussion avec ce qu'on appelle des DSI, des directions IT ou des directions sécurité, que ce soit de PME ou de grandes organisations publiques. C'est-à-dire qu'en plus, le contexte actuel sur la souveraineté est très à la faveur d'entreprises comme la tienne, de services comme oui, il y a à la fois la souveraineté et la cyber et aussi l'émergence de l'IA fait que
il y a beaucoup de sujets autour de comment sont alimentés tous ces modèles. Euh, et, et c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus d'entreprises, peu importe leur taille et leur secteur d'activité, qui se questionnent quand même là-dessus et qui, plus que dans le passé, euh, commencent à réfléchir et à déployer des solutions qui leur permettent d'avoir un peu plus de certitude sur ce qui est fait de la donnée et comment elle est exploitée. Et ça, ça, nous, on le ressent vraiment. Il y a voilà, et ça participe aussi à la croissance plus forte qu'on peut avoir que dans le passé. On sent effectivement que voilà, c'est un sujet qui est pris au sérieux et qui, de manière concrète, déclenche voilà, des actions et la mise en place de solutions comme Smash peut en être une pour pouvoir encadrer, entre guillemets, voilà, les usages qui peuvent être faits quand on parle d'envoi de fichiers volumineux. Sachant que dans cette notion aussi de fichiers volumineux, ce qui, par exemple, est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au début, c'est le fait qu'il y a tout un tas de PME et de grandes organisations qui nous déploient alors même que cette notion de fichier volumineux, en fait, la définition n'était pas la même que nous, on avait à l'origine du projet, où nous, on pensait très fichiers volumineux, c'est des fichiers photos, vidéos, qui proviennent principalement de l'industrie créative, des architectes à travers des plans, ou dans le domaine de l'urbanisme aussi. Et en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'organisations privées ou publiques qui nous déploient, tout simplement parce que elles réduisent de manière importante le volume des pièces jointes qui peuvent être envoyées par les collaborateurs. Donc en fait, ils utilisent pas pour envoyer des fichiers qui font 10 mégas, 15 mégas, 20 mégas ou 100 mégas. Ça s'arrête là. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas identifié au début et qui nous permet de rabaisser en fait tout un tas de secteurs d'activité, comme par exemple des professions juridiques qui envoient au final que des PDF principalement ou des présentations, mais qui sont des fichiers qui maintenant passent plus dans les pièces jointes et du coup ils sont amenés à utiliser des services. Donc cette définition de fichier volumineux, c'est marrant ça, elle a un peu évolué au sein Très intéressant. de Smash, c'est-à-dire que effectivement, on a de plus en plus d'entreprises qui envoient des mégas et non pas des gigas, et je parle même pas des terras, alors que nous au début la définition qu'on avait, et c'est pour ça comme tu l'as dit à un moment, c'est qu'on a lancé le premier service de transfert de fichiers gratuit sans limite de taille en se disant on va essayer d'aller choper ceux qui envoient du très lourd, des terras et des terras, et en fait on se rend compte qu'il y en a, mais que le gros du marché il est surtout sur les petits fichiers. Ouais, et quand tu sais faire du lourd, tu sais forcément faire du petit, quoi. Ouais, c'est un petit peu plus, peu le moins. Voilà, donc, exactement, mais c'est et après est venue s'ajouter une nouvelle composante aussi qui est d'actualité, alors qui n'est pas en lien avec la cyber, mais qui est, on va dire, entre guillemets, l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a plus en plus d'entreprises qui prennent au sérieux leur empreinte, le sujet qui concerne leur empreinte carbone, et plus particulièrement leur empreinte carbone numérique. Et dans ce cadre-là, Smash peut y participer. Donc nous, on voit, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous déploient à travers la direction informatique, mais aussi avec la direction RSE, qui est intéressée pour le déploiement de Smash de manière très simple. Je vais te l'évoquer. C'est que Smash permet de pouvoir envoyer des fichiers d'un certain poids qui va être stocké de manière éphémère. En fait, les entreprises se sont rendues compte, alors ça participe à petite échelle, mais c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui permet de participer à la réduction de l'empreinte carbone numérique dans des entreprises qui ont des collaborateurs. Et plus il y a des collaborateurs, la réduction est plus importante, mais qui ont des collaborateurs qui envoient des fichiers, qui reçoivent des fichiers et qui stockent de manière éternelle, entre guillemets, des pièces jointes dans leur boîte mail, qui aujourd'hui n'utilisent pas cette boîte mail comme une boîte d'archives. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus en plus d'utilisateurs qui vont sur le moteur de recherche de leur Outlook ou de leur Gmail ou autre, client mail, et qui vont rechercher des documents en se disant tiens, un tel il m'avait envoyé, je m'en souviens, un mail avec une présentation, et il tape dans là et il va rechercher. Donc en fait, les collaborateurs stockent presque à vie dans leur boîte mail des fichiers
qu'ils ont pu envoyer, donc dans leur boîte d'envoi ou sur leur boîte de réception des fichiers qu'ils ont reçus. Et Smash vient parer à ça, parce que on donne la possibilité aux collaborateurs d'arrêter d'envoyer des pièces jointes, mais plutôt de générer des liens qui vont avoir une durée de vie limitée dans le temps. C'est-à-dire que les fichiers du coup seront plus accessibles, ils sont plus stockés entre guillemets sur les serveurs de l'entreprise ou du fournisseur de l'entreprise. Et ça permet de réduire, hein, quand on parle de ce sujet-là, de l'utilisation de Smash versus des emails avec pièces jointes, ça permet de réduire de l'ordre de 90% l'émission de CO2. Ah oui, à ce point-là. Et voilà, donc, alors, voilà, il faut quand même, à toute proportion gardée, bien considérer qu'on parle que de l'email avec pièces jointes. Mais voilà, c'est une action qui est facile à mettre en place et qui donne la possibilité aux entreprises de pouvoir participer à la réduction de leur empreinte carbone numérique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, que ça soit en gratuit ou en payant, quand on fait un Smash, on affiche l'empreinte carbone qui a été générée par le Smash en question. Et ainsi, l'utilisateur et tout ça, pour les entreprises, derrière, elles ont des tableaux de bord où elles peuvent avoir de la donnée consolidée sur ce que ça leur a permis de réduire. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ. C'était que des entreprises nous déploient, non pas pour envoyer des fichiers volumineux, mais des plus petits fichiers de manière plus récurrente, parce que du coup, en fait, ils n'ont plus le petit trombone sur leur boîte mail, ils ont un PictoSmash, parce que du coup, Smash est intégré, par exemple, directement dans Outlook, et au lieu de faire drag and drop des fichiers sur le petit trombone, on fait drag and drop sur le logo Smash, et automatiquement, donc ça upload les fichiers dans Outlook, on n'a pas à sortir d'Outlook, et ça génère un lien qui vient se mettre dans le mail. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on envoie un mail, par exemple, à 10 destinataires, plutôt que ça soit 10 fois le fichier qui soit envoyé, et qu'il soit stocké dans 10 boîtes mail différentes ad vitam aeternam, c'est juste stocké à un endroit de manière éphémère. Ouais, alors dans ma boîte de petite échelle, je fais ça, mais sur le drive, hein, de dire tu veux ça c'est le lien vers le drive et puis tu vas, mais non mais c'est excellent. Après, il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent avec le drive. La problématique quand tu as beaucoup de collaborateurs, c'est que souvent les entreprises, en fait, il faut que les collaborateurs prennent le temps de gérer entre guillemets les accès qu'ils donnent à leur drive. C'est-à-dire que quand tu donnes accès à un dossier, si tu ne vas pas derrière désactiver l'accès, c'est la porte ouverte. Voilà. Et ça, entre guillemets, avec Smash, ça n'existe pas parce que tu n'as pas cette notion de gestion quand tes collaborateurs t'envoient tes fichiers. Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va disparaître et tu n'as pas à gérer la fermeture entre guillemets de l'accès. C'est pour ça que c'est une offre qui séduit, enfin c'est une fonctionnalité qui séduit, c'est une approche qui séduit de plus en plus d'entreprises. Très bien, sur le côté éphémère. Alors là, on voit plusieurs choses ensemble. C'est que donc on a. Nous on parle de transfert de fichiers. Non, mais et orienté un peu sécurité, mais en fait, nous, si tu veux, pour faire ça, aujourd'hui, on se rend compte que quand on déploie Smash dans une entreprise, mais c'est pareil aussi pour des petits pros. Parce qu'il y a de plus en plus de petits pros aussi pour qui c'est un sujet qui compte, par exemple la décarbonation. Aujourd'hui, quand on déploie Smash dans une organisation, on répond à presque toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire le collaborateur, qui est pour nous essentiel, c'est-à-dire que si le collaborateur n'utilise pas le service, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut que le collaborateur utilise le service. Le collaborateur, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose d'extrêmement simple, qui ne génère pas de friction et qui ne lui fasse pas perdre de temps dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il veut que quand il envoie des fichiers volumineux, ça soit aussi simple que quand il envoie un mail. Il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. Il ne faut pas que ça lui fasse perdre du temps, il faut que sa productivité reste optimale. Donc ça, c'est le premier besoin auquel on répond quand on est déployé dans une entreprise. Après, on répond aux besoins des directions informatiques avec tout un tas de fonctionnalités qui leur permettent d'avoir le contrôle total sur les droits d'accès, sur qui utilise, qui fait quoi entre guillemets avec le service et surtout avec les contenus qui ont de la valeur pour l'entreprise. Et donc, c'est de pouvoir le maîtriser et le contrôler. Et ensuite, on vient répondre à la problématique de la RSE, ça je l'ai déjà évoqué, mais aussi on vient répondre à une autre problématique qui est plus une problématique de com. Et ça marche bien pour les grandes organisations, mais aussi pour les petites, pour les professionnels indépendants. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à travers une offre premium de pouvoir enrichir l'expérience qui est proposée
au destinataire qui va télécharger les fichiers. Quand on parle d'enrichir l'expérience, c'est aussi se valoriser. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à travers des fonctionnalités très simples à déployer, de pouvoir personnaliser Smash et ainsi se valoriser. Donc ça passe à travers effectivement le branding complet de Smash aux couleurs de son entreprise, peu importe la taille. Et derrière aussi, c'est pouvoir, et ça c'est quelque chose d'innovant en termes d'offres qu'on propose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est de pouvoir créer des petites campagnes de com qui sont diffusées pendant les temps de téléchargement des fichiers. C'est-à-dire que quand tu envoies un Smash à un destinataire, il arrive, il est immergé dans l'univers de la marque parce que tout est brandé, mais quand il va cliquer sur le bouton centre pour télécharger les fichiers, là il y a un contenu qui peut apparaître, et c'est un contenu qui est créé entre guillemets par l'expéditeur, le propriétaire d'un compte premium, et qui peut diffuser des contenus, photos, vidéos, et qui vont lui permettre de relier son actualité. Donc quand je prends l'exemple par exemple d'un professionnel indépendant qui est dans la photo ou la vidéo, lui il vit de la production de ses contenus, il crée des photos, des vidéos, et après il les vend, et il a besoin de les partager à ses clients ou à d'autres partenaires avec qui il travaille. Et ben, de pouvoir, à chaque fois qu'il envoie ses fichiers, pouvoir se valoriser et relayer son actualité, ça a énormément de valeur. Ça, on s'en est rendu compte. C'est-à-dire que tous ces petits pros, ils ont des sites internet aujourd'hui, où ils ont des réseaux sociaux, mais ces sites internet, ils sont au final très peu visités. Il y a peu de trafic dessus. Là, on leur donne la possibilité de pouvoir exploiter le fait d'envoyer plein de fichiers pour pouvoir se valoriser et relayer l'actualité. C'est-à-dire qu'un photographe, par exemple, il a la possibilité de pouvoir diffuser une campagne pendant le temps de téléchargement des fichiers auprès de son client sur le dernier projet qu'il a réalisé, la dernière réalisation qu'il a pu faire pour tel et tel client, pour mettre en avant des prix qu'il a pu remporter. Par exemple, dans l'architecture, on a les plus grandes agences françaises et même européennes qui travaillent maintenant avec Smash. Elles ont au début besoin d'un utilitaire qui leur permet facilement de pouvoir envoyer et recevoir des fichiers, mais elles l'utilisent, et ça, elles adorent cette fonctionnalité-là, pour se valoriser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur envoie un fichier, quand ils répondent à des appels d'offres ou quand ils envoient des fichiers à des clients, et ben, quand le fichier est téléchargé, et ben, il y a un contenu vidéo très souvent qui est affiché et qui met en avant les dernières réalisations que le cabinet, l'agence d'architecture a pu réaliser dans tel et tel domaine. Et la possibilité de mettre en avant un contenu et puis de pouvoir paramétrer aussi ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action qui peut renvoyer vers le site web et directement vers la page du projet en question, qui permet de décrire de manière très détaillée et approfondie le projet qu'ils ont réalisé pour tel et tel client. Donc ça leur permet au-delà de faire vivre une expérience qui immerge l'utilisateur dans l'univers de la marque, de pouvoir relayer son actualité et ainsi de booster sa communication. Et ça, pour des petits qui n'ont pas de budget de com, qui ont juste des sites internet, mais ils n'ont pas le budget pour drainer du trafic dessus, et ben, ça leur permet à travers le transfert de fichiers de pouvoir relayer ces actualités, même générer des clips vers leur site ou vers leurs réseaux sociaux pour des gens qui souhaitent en savoir plus ou découvrir un projet en détail. Pareil dans la musique. On a aujourd'hui, honnêtement, les plus grandes maisons de disques, les plus grands labels qui travaillent avec nous. Pourquoi ? Au-delà du côté utilitaire, c'est qu'elles valorisent leur label en permanence. À chaque fois qu'il y a des collaborateurs qui envoient des fichiers, c'est brandé aux couleurs du label. Et pendant les temps de chargement, elles mettent en avant les derniers clips, les dernières sorties du label, où là, elles diffusent les clips YouTube, par exemple, de leurs artistes. Donc ça permet d'utiliser l'utilitaire de transfert de fichiers comme un nouveau canal de communication qui est complémentaire à tous les autres qu'ils utilisent, sans avoir à créer de contenu spécifique, puisque c'est des contenus qu'ils diffusent déjà ailleurs. Et là, ils peuvent très facilement, dans Smash et dans leur compte premium, créer des campagnes et diffuser ces contenus. Voilà, donc tu vois, ça va plus loin que le simple utilitaire. Et ça séduit énormément. Ah ben je vois tout à fait l'intérêt. Alors, je vais essayer de reprendre parce que tu as dit beaucoup de choses. Donc, le mode 2017, sur fonds propres, vous créez un produit pour les complètement gratuit. 2 ans après, donc vous faites une levée, c'est-à-dire 2019, vous faites une levée de fonds, et puis avec un modèle de souscription qui finance 99% des revenus que vous avez aujourd'hui. Tu me dis qu'il y a une offre marginale de 1% qui concerne du sponsoring, mais c'est marginal. Et donc tu crées une offre à ce pro
team, pour l'équipe. Avec une politique de tarif qui est très intelligente, avec un engagement sur plusieurs années, avec jusqu'à moins 50%. Donc du coup tu réduis le taux de churn, le taux d'évacuation des clients, c'est très intelligent aussi. Et puis le contexte actuel, on voit bien qu'avec la souveraineté des data, l'émergence de l'IA, le souci écologique avec les RSE et les DSI, ça t'accélère le business, on est d'accord. Et d'autant plus que tu te surprends à voir que ce n'est pas forcément des gros fichiers au téraoctet qui sont envoyés, mais on a des petits mégas de pièces jointes qui sont transférés. Et alors là, avec le coup de maître quelque part, avec la possibilité de faire du branding ou d'améliorer la confiance ou envoyer faire du trafic web vers ce site pendant que la personne télécharge le fichier, ou même proposer un produit complémentaire. Tu parlais des architectes, ou des photographes. Voilà, vous savez que je fais des photos de produits par exemple, puisque voici des photos que je suis en train de vous envoyer, mais je fais aussi des photos de bâtiments. Je dis ça au hasard, mais bon, pour produits complémentaires par exemple. Et alors on parle des... Et ce qui peut être intéressant, donc par rapport aux abonnements, comment on parle de 2019, qu'est-ce que ça a été les actions que vous avez mis en place pour acquérir les 1000 premiers utilisateurs payants, les premiers abonnés? C'est difficile de répondre, et ça là encore, on a du mal à identifier aujourd'hui véritablement d'où proviennent nos utilisateurs et nos abonnés, parce que c'est un tout. Il y a une multitude d'actions qui sont mises en place, dont une qui est très forte, c'est la viralité. Et tu l'as un peu aussi évoqué en préambule, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que Smash soit une marque. Donc on a essayé de travailler là-dessus et de prendre la parole régulièrement sur ce sujet lié à la marque. Et aujourd'hui, on voit, c'est que plus de 90% de notre trafic aujourd'hui, par exemple organique, est généré par la marque. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent en tapant Smash dans Google et ou des IA, et ça nous permet de générer des usages. Après, ce qu'on a tout de suite fait, et c'est pour ça que c'est difficile de quantifier, c'est essayer de générer cette viralité, faire en sorte que des destinataires deviennent expéditeurs. Et c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé au tout début, et en intégrant cette notion de marque. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on a choisi un nom qui se veut un peu international et simple. C'est que voilà, tu fais un smash, tu reçois un smash, et du coup demain tu dis tiens, je vais smasher mes contenus et mes fichiers, et voilà, c'est comme ça petit à petit qu'on a créé la boule de neige. Et surtout, on a essayé d'utiliser ce que je viens d'évoquer concernant la com, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que quand un expéditeur envoie des fichiers à un destinataire, pendant le temps de téléchargement, quand la personne utilise en gratuit, du coup c'est pas ses contenus qui sont diffusés, mais c'est les nôtres. Et c'est pour ça qu'on a fait ce parti pris. Plutôt que de diffuser des contenus d'annonceurs et autres, on s'est servi de ces contenus pour diffuser de cette fonctionnalité pour diffuser nos contenus. Donc la personne qui télécharge, on l'essaye d'une manière assez personnelle et différenciante, de lui faire savoir que elle aussi, si demain elle a besoin d'envoyer ses fichiers, elle peut utiliser Smash. Parce que par exemple, si elle est en France, lui mettre en avant que c'est un service français. Et c'est comme ça, et ça par contre on a réussi à le mesurer. C'est ça qui nous a permis au début commencer à enclencher, à générer de la viralité. Tout simplement, c'est qu'on a utilisé cette fonctionnalité pour nos propres besoins, et d'ailleurs c'est pour ça après qu'on l'a rendu public pour tout le monde. C'est qu'on s'est dit, mais en fait ça a de la valeur, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. C'est-à-dire que les gens qui téléchargent, ils attendent de savoir si le téléchargement a bien commencé. Et là, s'ils sont captifs, si on leur envoie un contenu qui est en lien avec ce qu'ils sont en train de faire, et derrière ils peuvent être intéressés à cliquer sur tiens, je mets en favori pour demain, si j'ai besoin moi aussi d'envoyer des fichiers, tiens, j'utiliserai Smash. Ça a l'air extrêmement simple, extrêmement séduisant, parce qu'il n'y a rien qui vient polluer entre guillemets l'usage. Et voilà au début comment c'est parti, quoi. Et quand tu serais quantifié
un pourcentage, le taux cette viralité, qu'elle est sur 100 personnes qui ont envoyé, sur 100 destinataires, combien sont devenus clients? Tu saurais le quantifier à peu près? La seule chose qu'on peut quantifier, c'est le fait que quand on a on a un expéditeur, quand on envoie un fichier par exemple à 5 destinataires, il y en a un sur les 5 qui devient expéditeur. Waouh, c'est 20% ça, c'est incroyable. 20%. Waouh, merci merci pour de le dire, que c'est rare d'avoir des taux aussi élevés de transformation, hein, parce qu'il y a des... waouh, incroyable. Merci à Romaric pour l'information. Alors tu disais créer une marque, c'est très intéressant, et prendre la parole, en plus de la viralité. Alors avec le nom de la marque qui soit facile à mémoriser, international déjà dès le départ, puis avec pourquoi, parce que tu nous as déjà dit que c'était des choses que tu allais, je sais pas si c'était un off ou pendant cet entretien, mais que tu préparais la structure pour avoir un effet d'échelle, pour pouvoir le scaler au niveau mondial si la demande venait, donc tu avais déjà préparé le produit. Mais alors créer une marque, en quoi ça, comment tu t'y es pris réellement? Parce que on peut avoir un super nom, mais c'est pas suffisant. Tu parles de prendre la parole où, comment tu t'es pris une agence de relations presse, tu t'as contacté des journalistes, comment tu t'y es pris? Alors on a activé effectivement plusieurs leviers. Après nous, ce qui était un peu la base au tout début, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que le fait qu'il y a un acteur très fort sur le marché qui existe depuis un très grand nombre d'années, plutôt que se dire ça va être un concurrent et de le voir comme un concurrent qui entre guillemets va nous poser des problèmes, on s'est plus dit ça va être un concurrent qui va nous aider à exister et à émerger. Donc nous par exemple, quand on présentait Smash au tout début, d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, moi je croise des gens dans la rue, on me demande ce que je fais, je dis bah voilà, Smash c'est le WeTransfer français. Ouais, une phrase. C'est comme c'est le Netflix des je sais pas quoi, c'est chaque fois. Voilà, c'est que WeTransfer a été très fort, ils sont arrivés au tout début, ils ont créé un super service, ils ont réussi à créer une vraie marque avec une vraie notoriété, et aujourd'hui transfert fichier c'est WeTransfer quoi. Donc t'as même pas besoin d'utiliser le mot transfert fichier qui peut faire un peu tech et perdre l'utilisateur. Demain tu parles à une personne lambda dans la rue, tu es presque sûr qu'il a déjà reçu ou fait un WeTransfer. Donc quand tu lui dis bah voilà, nous on a développé Smash, c'est le WeTransfer français. Et ça nous dès le début. Donc on s'est dit on va essayer, et dans toutes les actions qu'on a mis en place, d'essayer de se raccrocher à WeTransfer. Donc que ça soit sur des sujets qui soient en lien avec des campagnes de pub qu'on a pu faire, on a essayé de faire un peu ce que fait Burger King avec McDonald's par exemple, ou Coca avec Pepsi, c'est-à-dire c'est un peu voilà, on va en parler tout à l'heure, entrant versus l'acteur historique, et essayer de manière un peu humoristique c'est humoristique et agressif, hein, c'est fantastique. D'ailleurs, je montrerai certaines publicités, j'en mets maintenant même à l'écran d'ailleurs, et comme vous pouvez voir, il y a de l'humour, il y a de l'agressivité, et en même temps ça te fait réfléchir. Donc c'est très intéressant. On en parlera tout à l'heure. Donc action d'accrocheur en lien avec WeTransfer. Ouais. Donc ça c'est un élément voilà qui est en lien avec un levier ads. On l'a aussi pas mal utilisé sur des relations presse, où très souvent les journalistes, en fait, dans leur titre accrocheur, ils utilisaient le mot WeTransfer, parce qu'ils savaient que ça générait entre guillemets du clic et des vues derrière pour eux. Donc c'était très souvent Smash, le WeTransfer français vient de sortir telle nouvelle fonctionnalité, vient d'ouvrir tel nouveau pays, et blablabla, blablabla. Voilà. Et donc ça c'est sur la partie relations presse. Sur la partie, pareil, on a fait un peu d'influence avec des influenceurs sur les réseaux sociaux qui, pareil, quand ils présentent, c'est voilà, on vient de découvrir une nouvelle pépite française qui est le WeTransfer français, voilà, du transfert fichier. Et donc c'est toujours parce que ça permet de contextualiser en fait en 2 secondes. Donc on a vraiment utilisé cette marque WeTransfer qui est très forte comme un levier pour nous pour exister. Et enfin, le dernier levier qu'on a mis en place il y a maintenant plus de 2 ans et demi, ce sur quoi on n'a pas du tout travaillé au début, c'était sur le SEO.
Ah, Et mira. une des stratégies qu'on a eues en termes d'SEO, c'est d'être positionné dans les top positions dans le monde entier sur la requête WeTransfer. Oui, oui, bien, très bien, très bien, très bien. Parce que les requêtes transfert fichier, envoi de fichiers volumineux, il y a un volume qui est dérisoire par rapport à la requête voilà, WeTransfer. Et ça, on a pas mal voilà, travaillé dessus. Et ça, c'est vraiment une action qui, du coup, est. Alors, j'ai pu le voir dans tes. Rapidement sur les sujets que tu as déjà évoqués dans le passé, c'est que le SEO, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc ça prend du temps, ça se met en place dans le temps. Mais c'est une action qu'on a commencé il y a 2 ans et demi. On voit aujourd'hui que ça commence vraiment à porter ses fruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer l'impact de l'action. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans le passé, c'est qu'on a de plus en plus de trafic qui vient de l'organique et principalement grâce à la marque entre guillemets WeTransfer. Ouais. Et ça, ce qui est top, c'est que ça a une répercussion maintenant dans les IA et on a de plus en plus de trafic qui vient des IA, notamment ChatGPT. Tous les jours, ChatGPT nous ramène des utilisateurs et des abonnés. Ok, Ça, ouais. c'est cool parce qu'en plus, ChatGPT, entre guillemets, met en place un petit UTM. Donc, on a la possibilité de pouvoir mesurer, entre guillemets, l'impact, ce qui n'est pas le cas avec d'autres IA. Et puis, globalement, avec tout ce qui se fait avec l'IA, c'est qu'on a du mal quand même aujourd'hui à mesurer tout ça. Donc, ça reste un peu flou. Mais en tout cas, on voit que toutes les actions qu'on a pu mettre dans le passé, aujourd'hui, sur la partie SEO, sont vraiment très forts. Et voilà, toujours autour de cette marque WeTransfer. Donc ça a été vraiment un choix stratégique qu'on a pris dès le départ de dire parce que nous on le voyait bien que c'était une faiblesse quand on allait lever des fonds, tout le monde nous a dit mais jamais vous allez réussir à développer votre projet, nous on n'investit pas parce que attendez, vous allez vous attaquer voilà, mais attendez, non. Déjà, il y a de la place, comme je l'ai évoqué, on est sur un marché mondial, il y a de la place pour tout le monde, c'est un marché qui est en croissance, les gens envoient de plus en plus de fichiers, il faut y aller et surtout, il y a une marque très forte qui existe, il faut s'en servir comme étant une opportunité et un atout. Et donc après, en termes de com, on peut dérouler et ça, c'est quelque chose qui peut être déployé en France, mais aussi à l'international. En France, c'est plus simple parce que tu dis, t'es le WeTransfer français, c'est sûr que ça tilte tout de suite et puis par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ça fait du sens, quoi. Donc voilà, mais ça reste aussi assez simple à l'international. Voilà. Ce que tu as dit, c'est un peu comme je l'ai fait parce que je savais pas que c'était impossible à faire. Voilà, en quelque sorte, non. Oui, je n'avais jamais exprimé vraiment comme ça, mais c'est un peu ça la finalité, oui, c'est que. Voilà, donc du coup on a donc la viralité avec grâce aux expéditeurs qui deviennent, grâce aux destinataires qui deviennent clients. On a des actions pour se raccrocher à la popularité du leader, WeTransfer dans ce cas. On fait un peu d'ads aussi. On utilise les journalistes pour lui mettant des choses croustillantes sous la dent, en faisant de la relation presse. Certains leviers comme les influenceurs sur les réseaux sociaux. Le SEO, c'est que tu es capable de le mesurer. Alors le SEO sur Google, le SEO sur IA, notamment ChatGPT. Et justement, c'est le 14 octobre, j'aurai l'occasion d'en parler au Parc des Princes durant une conférence lors du SEO Summit. Je pense que je vais essayer de prendre l'exemple de ce match, justement, tiens, si tu me le permets, pour avec plaisir, à fond. se dire, tiens, comment une boîte française est capable face à un leader global, d'émerger, prendre des parts de marché, se positionner aussi bien dans la SERP, c'est-à-dire la page de résultats du grand G de Google, aussi bien que derrière ça, s'accrocher en plan
parasite intelligent sur les moteurs, sur les moteurs IA, notamment le ChatGPT qui est le plus connu d'entre eux. Et très bien, fantastique. Donc on voit les leviers d'influence. Alors on a parlé de simplicité, la preuve sociale derrière, puisque la personne qui reçoit le fichier, il sait que ça fonctionne puisqu'il est en train de recevoir le fichier. Vous avez, excellent, ce que vous avez utilisé pour s'imposer sur un marché ultra concurrentiel. Oui, après, il y a un dernier point aussi qui aujourd'hui participe, et peut-être que d'ailleurs ça a un impact auprès du SEO, que ce soit sur Google ou à travers les IA. C'est que pareil, on essaie d'utiliser au mieux les espaces qui sont diffusés sur l'offre gratuite. Donc nous, en fait, l'offre gratuite qui nous coûte de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, tout ça, donc on arrive à financer à travers les abonnements, mais on essaie de s'en servir comme un levier pour prendre la parole et communiquer et faire en sorte qu'il y ait plus de viralité. Mais aussi pas que, depuis peu, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas l'espace pendant le temps de chargement? Donc là, c'est que pour les expéditeurs, pour qu'ils partagent, entre guillemets, leur expérience Smash sur des plateformes d'avis, type Trustpilot, Google ou autre. J'ai vu une campagne sur ça, justement, que tu as fait il n'y a pas longtemps. Et ça, jamais on n'aurait imaginé que c'est autant de succès. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à récolter à peu près 200 nouveaux avis jour dans le monde. Donc c'est des gens qui écrivent et qui produisent de contenu pour nous tous les jours dans le monde entier. Et ça, on se rend compte que ça peut être de l'influence auprès des IA et que ça peut être de l'influence auprès des moteurs de recherche. Excellent. On ne sait pas. Ouais. On teste, mais aujourd'hui, ce qui est top, et puis après, au-delà de ça, c'est que c'est très drôle de lire tout ce qui peut se dire sur nous. Mais c'est un peu toujours cette notion de proximité, c'est qu'on offre un service gratuit très simple, performant, et du coup, les gens prennent le temps d'aller écrire des avis. Donc aujourd'hui, sur Trustpilot, depuis qu'on a mis en place le dispositif, on est, je crois, on est à plus de 21 000 avis, avec une moyenne de 4,9 sur 5, c'est-à-dire qu'on n'a presque que des 5 entre guillemets, et avec des gens qui écrivent dans toutes les langues leur amour pour Smash entre guillemets, et ça a beaucoup de valeur, parce qu'après on peut aussi exploiter entre guillemets dans le bon sens du terme, ces contenus-là pour en faire des contenus de com, c'est-à-dire repartager un avis qui a été diffusé et qui est public sur Trustpilot pour aller le déployer sur d'autres plateformes, sur des avis qui, t'entends, sont très drôles, nous compare avec la concurrence et notamment avec WeTransfer de manière assez humoristique, et de temps en temps il y a vraiment des contenus très sympas dans toutes les langues qui sont sympas à partager. Voilà. Et c'est la même chose sur Google. Sur Google, on est à plus de 11 000 avis, pareil, avec une note de 4,9. Donc c'est des contenus qui sont produits tous les jours, qui viennent alimenter et gratuit, quoi, hein. Avec la toile, quoi. Ok, Google et Trustpilot. Alors, est-ce que question, est-ce que des fois... Donc en fait, on joue avec notre offre gratuite, en fait, comme un pro pourrait jouer et diffuser ses contenus. Nous, on fait la même chose pour nous, et on essaie de faire en sorte que derrière, ça génère des résultats, quoi. C'est très intelligent. C'est des techniques qui ont marché également. Ça s'appelle le CGU, c'est-à-dire le contenu généré par l'utilisateur. Et donc c'est vraiment fantastique. Et si vous avez... Là, on arrive à l'avoir entre guillemets facilement, parce qu'on arrive à générer à peu près presque 200 nouveaux avis jour dans le monde entier, toutes les langues. Bravo. Ça, félicitations. Plus on aura des utilisateurs, plus ça va croître aussi. Voilà, donc c'est des techniques et des leviers. En fait, on teste beaucoup de choses en permanence. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et celle-ci, c'est la bonne surprise. Jamais on aurait imaginé que les gens prennent le temps, en fait, d'écrire. Donc on n'a même pas besoin d'aller leur demander en leur envoyant des mails ou quoi que ce soit. On a zéro technique et levier activé pour récolter et avoir des avis, quoi. C'est juste pendant le temps de chargement, on leur dit si vous aimez le service et que vous avez 2 minutes, cliquez ici, ils sont envoyés sur une page Trustpilot ou Google, et là ils écrivent leur avis et ça y est, c'est parti. Waouh. En tout cas, moi je suis passionné par notre métier, ça donne envie de bosser pour toi, hein, vraiment, avec toutes les options que tu permets d'utiliser comme moteur de croissance. On a parlé beaucoup du produit déjà. Il y a quelque chose quand même que je voudrais évoquer, parce que c'est quand même un produit qui est un service qui est très technique, et je me pose la question, comment tu fais pour équilibrer le côté innovation produit et stabilité technique, parce que et puis la sécurité des données aussi, ça c'est important, puisque l'argument France, stockage européen. Après, au minima, comment tu t'en sors? Ça,
nous aujourd'hui, alors c'est un peu la particularité, hein, c'est qu'on parle de millions d'utilisateurs, mais on n'est que 10 derrière le projet Smash. Et en gros, c'est splitté moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie qui travaille que sur la tech, faire en sorte que le produit soit extrêmement performant. Mais au-delà de ça, effectivement, maintenant, il y a de plus en plus du temps qui est consacré, qui est investi sur des sujets sécurité. Et ça, en fait, c'est ça s'amplifie, mais de manière presque naturelle. C'est que parce qu'on est de plus en plus visible, de plus en plus utilisé, derrière, on est obligé et on est confronté quand même à être de plus en plus, on peut dire, menacé ou attaqué. Donc, on est en permanence obligé de travailler sur ces sujets. Aujourd'hui, je dirais c'est presque 30% du temps qui est investi sur des sujets Ah ouais. de sécurité et qui dit temps, après même dit investissement. Et puis là-dessus, on se fait accompagner par tout un tas d'acteurs qui travaillent avec nous main dans la main sur ces sujets en lien avec la sécurité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà, et puis après, toute l'autre partie, c'est plus dédié à la com et au commercial. Voilà un peu comment on est structuré. Mais donc la tech, c'est le produit, c'est continuer à offrir un service extrêmement performant et c'est même de faire en sorte qu'il le soit le plus possible. Et puis après, c'est sécurité. D'accord. T'as des partenaires externes techniques ou de communication? Non. Tout est interne. Sur la com 0, tout est internalisé. Par contre, sur la partie tech et sécu, alors tech non, c'est internalisé, mais sur la partie sécu, on travaille avec des partenaires. D'accord, ok, très bien. Ok, donc on a eu l'occasion de parler. Ce qu'on appelle des tests de pénétration, Ah ouais. d'IT accompagnés, Surtout que c'est au fur et à sur des mesure. certifications. Au fur et à mesure, tu as des données qui sont de plus en plus sensibles. Je pense à des données médicales, par exemple. Données sensibles, ça, on en a toujours eu. Après, il y a un volume qui est de plus en plus important. Donc, du coup, c'est le gâteau, il est plus. Pour quelqu'un mal intentionné, le gâteau est chaque fois plus intéressant. Donc, ouais, effectivement, c'est chouette de savoir que tu travailles avec des personnes externes qui font justement ces tests de vulnérabilité. On n'a pas l'expertise, on ne peut pas tout faire. Et voilà, donc on a fait le choix de se faire accompagner sur tout un tas Est-ce qu'on peut parler de sujets en lien avec la sécurité. Donc c'est vrai que c'est un investissement qui devient de plus en plus important. Avant de parler de branding et d'internationalisation, est-ce que on peut, tu as évoqué l'IA, la vidéo, les nouveaux formats. Est-ce qu'on peut un mot juste sur la roadmap, la feuille de route, la roadmap technologique? Est-ce que juste quelques mots on peut en parler ou c'est quand même ça reste encore un secret, tu veux garder de l'avance? Non, c'est difficile d'en parler aujourd'hui. On travaille sur des sujets assez sensibles, mais qui ont été des remontées marché entre guillemets à travers des retours utilisateurs. Puis c'est des projets qui vont pas sortir tout de suite. C'est des projets qui sont assez complexes et qui vont sortir à moyen terme. Mais ça reste toujours dans l'univers du transfert de fichiers. On va pas se diversifier en y ajoutant d'autres fonctionnalités qui pourraient répondre à des besoins qui nous ont déjà été exprimés, mais on reste focus transfert de fichiers et on veut devenir vraiment un acteur majeur sur ce marché-là. Donc oui, on est obligé de... Et puis c'est ça qui nous anime et qui nous fait avancer dans notre quotidien, c'est essayer d'innover par rapport à l'évolution du contexte dans lequel on est, quoi. Pour avoir des nouveautés, moi je vous propose de cliquer sur le lien qui est juste ici, qui est le portail des nouveautés de smash.com, c'est que vous pourrez vous abonner et voir quelle est la prochaine innovation, le prochain marché. Et à propos de marché justement, alors on a vu que Smash c'est une marque qui est facile à mémoriser, qui est simple, qui est puissante. Donc vous avez travaillé le branding, tu nous as expliqué comment. Et je me dis, tiens, ok, tu as parlé de millions d'utilisateurs, mais c'était quoi les défis pour séduire un public international et depuis la France? Les défis,
exemple, adapter la web à la culture, une culture, une langue très différente. Ça peut être, enfin, tu vois, il y a beaucoup de défis. Moi, je travaille à l'international, tu le sais. Ah, bien sûr, il y a surtout un défi culturel, entre guillemets. Euh, c'est un peu ce qu'on a pu retenir à travers les années. Donc, depuis peu, on se fait accompagner maintenant sur certaines zones qu'on souhaite adresser de manière plus forte. On se fait accompagner par des gens qui ont la culture. Ça, c'est effectivement un point important et ça a été une évolution parce qu'au début, on a tout de suite l'ambition de faire un projet qui s'adresse au monde entier. Donc, on a sorti le service dans une multitude de langues. Mais d'avoir un service dans une multitude de langues, c'est un prérequis, on va dire, mais c'est pas ça qui fait que demain le service est effectivement utilisé. Mais c'est tout bête. Mais par exemple, dans les contenus qui sont diffusés pendant les temps de chargement et téléchargement, il faut qu'ils soient en lien avec la culture entre guillemets de l'utilisateur. C'est pas juste on traduit ce qu'on a fait en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand. Bref, il faut réussir à proposer quelque chose qui soit, de par l'écrit, quelques mots, proche de la culture de l'utilisateur. Et ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément au début et qu'on a commencé à faire et qui commencent à payer. On voit qu'on est mieux perçu, on génère une viralité plus forte quand l'utilisateur se sent proche culturellement du service qu'il utilise. Ça, c'est effectivement un élément assez important. Mais on n'en est qu'au début, on a plein de choses à faire là-dessus. Le chantier, il est énorme. Après, voilà, il faut réussir à trouver les bonnes personnes, à trouver du temps pour pouvoir piloter tout ça. Là, c'est très important, mais je te disais en préambule que je reviens de Chine et effectivement, rien qu'il y a énormément de langues pour lesquelles quand tu commences à écrire, ou à lire, plutôt, tu commences par de la droite vers la gauche. Hein, l'arabe c'est le cas, le chinois c'est le cas, et donc du coup, il faut mieux mettre une image à gauche qu'à droite, alors que dans la culture occidentale c'est l'inverse. Et si on parle de références culturelles, évidemment vaut mieux une référence culturelle que tout le marché local connaît, plutôt que quelque chose qui est peut-être très populaire dans l'hexagone mais qui va pas du tout parler au marché cible. Donc effectivement il y a énormément de choses, et donc par exemple, pour te citer, quand j'accompagne par exemple des entreprises françaises qui viennent en Espagne et qui pensent que c'est tellement proche que c'est pareil, eh bien elles se plantent par exemple sur les horaires d'ouverture. Elles se disent mais je reçois aucun appel, oui mais t'es fermé de 12h à 14h, et alors qu'en Espagne on mange à 14h, donc du coup tu perds tous les appels de 12h à 14h quand justement l'urgence ou l'idée d'appeler ton service vient à l'esprit, donc tu les perds tous et ça marche pas. Juste pour l'adaptation culturelle, c'est assez fort et se parle d'un seul des aspects comme l'horaire, mais il y en a des centaines. Défi culturel pour séduire un public depuis la France, d'accord. Et après infrastructure, non, j'imagine la rapidité des datas téléchargées. Si, ça effectivement, ça a été un élément qui a été pris par contre, qui est aujourd'hui une force de Smash, hein, c'est que quand on a conçu Mondial, donc au-delà de proposer un service en multilingue, c'est qu'on a essayé de faire en sorte d'offrir la meilleure performance possible et donc d'aller stocker les fichiers et les données de nos utilisateurs au plus proche de là où ils se situent géographiquement. Et aujourd'hui, on est vraiment en capacité d'aller dans tout un tas de pays, et ça, c'est un fil rouge, c'est-à-dire que tous les ans, entre guillemets, on donne la possibilité d'aller stocker des fichiers dans un nouveau pays, par exemple, dans une nouvelle région, pour pouvoir améliorer les performances. Et ça a énormément de valeur quand on parle de fichiers très volumineux pour le coup, où derrière, ça peut avoir un impact non négligeable. Et ça, c'est quelque chose qu'on a conçu dès le début et qui aujourd'hui nous est favorable, parce qu'on a... Alors il y a d'autres acteurs qui le font, mais voilà, de pouvoir ouvrir facilement des nouveaux pays comme on peut le faire, ça c'est parce qu'on a bien réfléchi au début et bien identifié la stratégie qu'on avait et ce vers quoi on voulait aller, et le fait d'avoir pris ça en considération dès le début, aujourd'hui ça nous est favorable. Ça fait passer d'un coup. Est-ce que tu as, sur l'adoption de Smash dans les différents pays, est-ce que
Tu as remarqué des différences culturelles qui t'ont marqué dans l'adoption? C'est difficile de répondre parce que c'est vraiment du transfert fichier, donc ça reste quand même assez simple. Ouais, mais par exemple, tu peux te dire, Euh, waouh, on a eu un premier Après, nous, client c'est plus la viralité. en Moldavie et Par exemple, nous, il y a un pays dans lequel les usages sont très forts qu'on n'avait pas du tout identifié à l'origine du projet, c'est l'Inde. Ça, on a énormément d'utilisateurs. euh, voilà, en Inde. Alors, là, pour le coup, c'est difficile de répondre du pourquoi, parce qu'effectivement, on n'a pas mis en place d'action particulière d'un point de vue prise de parole en intégrant la culture et ça marche quand même assez bien. Donc c'est assez étonnant parce que honnêtement, enfin, l'Inde fait partie du top 10 des pays dans lesquels on a des utilisateurs et c'est en croissance. C'est en croissance. Voilà. Après, bon, c'est sûr qu'il y a une population qui est importante et qui se digitalise de plus en plus, mais voilà un exemple sur lequel on n'a pas forcément travaillé, mais c'est un peu voilà la bonne surprise, quoi. Un marché énorme. Surprise, marché énorme, sans faire vraiment de boulot. Par contre, le défi. nous aux US, on a commencé à faire le boulot. Là, on s'est fait accompagner par une américaine, et donc il y a la culture que nous on n'avait pas, même si on a une certaine proximité avec les États-Unis d'un point de vue plus d'expérience personnelle. Ça a tout changé, quoi. Ça a été game changer, c'est-à-dire que ça nous a permis vraiment de pouvoir augmenter la viralité de manière significative, quoi. Prendre quelqu'un local qui connaît bien la culture du marché, c'est clé. Et la langue. Claro, si, bien évidemment. Je suis d'accord avec toi. Chaque mot a son importance et si elle n'est pas dit d'une certaine manière, c'est un flop, quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, évidemment, hein, vu que je fais la même chose pour l'Allemagne et l'Espagne en particulier. Alors, il y a un sujet brûlant qu'on ne peut pas éviter. En juin dernier, WeTransfer a discrètement modifié ses CGU et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et les utilisateurs ont découvert avec stupeur une clause qui donnait à l'entreprise une sous-licence perpétuelle et mondiale pour exploiter les fichiers envoyés, notamment afin d'entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Résultat, on l'a vu, c'est direct et ça a été à ton avantage d'ailleurs. Une vague de critiques et une question centrale: peut-on encore faire confiance à ce type de technologie, ou en tout cas surtout à WeTransfer? Donc question, comment... Après, ça dépend que de la posture et du positionnement et de la stratégie qui est adoptée par les personnes qui sont à la tête de ces entreprises-là. En ce qui nous concerne, nous, ça a toujours fait partie de l'ADN du projet. À travers ce qu'on a déjà dit. Mais d'ailleurs, j'en ai un moment un peu parlé, hein, c'est qu'on parlait de cyber, d'environnement, mais aussi à travers l'émergence de l'IA, ces données aujourd'hui, et ces IA, comment elles arrivent à être aussi performantes, comment elles ont pu s'entraîner à travers à travers de la donnée, d'où viennent ces données. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui effectivement se questionnent sur ces sujets, et c'est vrai que nous, comment justement, depuis le début, ça a toujours été très clair et on a toujours été très transparent sur ce qu'on faisait de la donnée. Là, le fait de où est-ce qu'on l'héberge, c'est que ce qu'on en fait. Et donc ça donne un peu un côté éthique. Nous aujourd'hui, ça fait partie de notre ADN, c'est une solution qui se veut simple, performante, sécurisée et éthique et responsable. Voilà, c'est et honnêtement, WeTransfer avait cet ADN. Moi, je les connais depuis de nombreuses années, avant même de se lancer sur ce marché-là. Ils avaient cet ADN
Mais les années ont fait que petit à petit, moi c'est comme ça, hein, c'est que mon avis, donc je donne mon ressenti, puisque je n'ai pas de relation avec eux, je n'ai jamais échangé avec eux. Et donc c'est qu'un point de vue extérieur en tant qu'acteur sur ce marché-là, mais mon ressenti c'est qu'ils avaient cet ADN-là et qu'au fil des années, ça s'est perdu à travers des prises de participation de fonds d'investissement, à travers récemment, c'est en juillet 2024, l'acquisition par un groupe italien pour lequel aujourd'hui c'est très difficile de déterminer quelle est la stratégie qui est derrière les différentes acquisitions qu'ils ont pu faire et qui sont en train de faire. Et peut-être que effectivement l'épisode de WeTransfer a dévoilé un peu quelle était la stratégie derrière toutes ces acquisitions, à savoir essayer voilà, d'acquérir des services qui génèrent beaucoup de données avec des millions d'utilisateurs dans le monde et derrière exploiter ces données-là. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti à travers ce qui a été révélé mi-juillet 2025. Et c'est sûr que ça, de manière éthique, ce qui me concerne, ça pose problème et c'est des choses sur lesquelles on souhaite lutter. Donc c'est vrai que nous, ça nous a été favorable parce que très rapidement, à travers la petite notoriété qu'on a sur ce marché-là, il y a beaucoup de personnes influentes et de journalistes qui nous ont recommandé comme étant une alternative éthique, sécurisée et responsable. Et c'est sûr que depuis cet épisode-là, c'est un afflux de nouveaux utilisateurs qui étaient probablement des utilisateurs de chez WeTransfer. Mais pas que, parce qu'on voit notamment, il y a du coup maintenant notamment des grandes organisations qui nous contactent en nous disant ce qui s'est passé, ça traduit la réalité et ça a été sorti auprès du grand public. Donc maintenant il faut qu'on agisse et on ne peut plus se dire on laisse faire des choses alors que maintenant on a je dirais pas la certitude, mais voilà, de manière publique on sent qu'il y a des choses qui sont faites derrière notre dos avec des données qui ont énormément de valeur pour nos entreprises, parce qu'on produit ces données-là et on vit pour une partie d'entre eux de la production de ces contenus-là, donc c'est problématique. Et c'est vrai que WeTransfer, qui a beaucoup d'utilisateurs dans l'industrie créative et culturelle, pour eux qui vivent de la production de leur contenu, qui bossent jour et nuit pour produire des contenus, que ce soit de la photo, de l'illustration, de la vidéo, du son, c'est de savoir qu'un service en fait exploite ces données-là pour entraîner des modèles et pourquoi pas derrière les revendre. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, c'est aujourd'hui dommageable et problématique et on ne peut pas voilà. Après, ça a mis, c'est pour ça que ta question au début de savoir comment tu finances le gratuit, quel est le business model, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de services qui continuent à exister où il n'y a qu'une offre gratuite. Oh la Romaric, on a été coupé. Désolé, j'ai la batterie ou j'ai été pris dans l'échange, j'ai pas fait gaffe que ma batterie s'était vidée. Waouh. Donc je suis allé chercher mon chargeur. C'est reparti. Parfait. En fait, la question que je voulais te poser par rapport à cette problématique, c'est la suivante, c'est en fait comment Smatch se positionne par rapport au débat sur la confidentialité et l'utilisation des données. Qu'est-ce que tu peux dire aux utilisateurs de Smatch actuels et ceux qui vont s'inscrire sur la plateforme et être utilisateurs? Je peux répéter un peu ce que j'ai dit, c'est que nous, ça fait partie de notre ADN, c'est quelque chose qu'on a intégré dès le départ, c'est notre philosophie, c'est la manière dont on a souhaité concevoir le produit, c'est-à-dire proposer quelque chose de très simple, sécurisé, éthique et responsable. Et dans cette partie éthique, il y a cette notion de la donnée, que ce qu'on en fait. Et cette donnée, de manière très transparente, aujourd'hui, elle est stockée pendant une certaine durée qui est définie par l'utilisateur. Une fois qu'elle est que la durée est passée, tout est supprimé, écrasé
n'est plus disponible sur nos serveurs. Donc cette donnée n'est jamais exploitée par qui que ce soit, c'est-à-dire à la fois par nous, mais aussi par des partenaires potentiels, parce que aussi à travers ça, on a mis en place tout un tas de garde-fous pour faire en sorte que l'accès aux données, aux fichiers de nos utilisateurs soit cloisonné et soit accessible par aucune personne en dehors de celles à qui ils ont donné le droit d'accéder. Mais voilà, donc de manière simple, c'est le côté éthique fait partie intégrante de Smash, donc les données et les fichiers ne sont pas utilisés, exploités ou revendus. Voilà. Notre business model est simple à comprendre. On a une offre gratuite qui est pour nous un produit d'avant-vente qui nous permet de nous faire connaître, de générer de la viralité dans le monde entier, et après derrière on vit de la vente d'abonnements pour des petits pros, des teams et des grandes organisations. Ok, donc tu es bien conscient du piège de la monétisation des données utilisateurs dans lequel est tombé WeTransfer et qui utilise à ton avantage. Le conseil que j'aurais à donner aussi effectivement à toutes les personnes qui aujourd'hui sont sensibles à ces sujets-là, c'est avant même d'utiliser un service, au-delà d'aller lire les conditions d'utilisation que personne ne fait pratiquement, c'est déjà effectivement se poser la question que tu m'as posée dès le début, à savoir quel est le business model derrière. Parce qu'aujourd'hui, un service gratuit qui propose dans notre univers, par exemple, des gigas de données qui peuvent être stockées pendant des jours et des jours de manière gratuite sans avoir derrière d'offres payantes, c'est suspect. C'est que derrière, l'utilisateur est le produit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est. On a la maxime. Si quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Là, c'est assez clair parce que nous, on est dedans. C'est que c'est pas gratuit. C'est un coût et c'est un coût qui est très important à supporter. Donc, s'il n'y a pas de business model, il y a une réalité économique derrière. Donc, s'il n'y a pas d'offres très claires qui sont disponibles sur les sites web de ces services-là, c'est que derrière, c'est vous le produit et c'est vos données qui sont exploitées et probablement commercialisées derrière. Voilà, il faut juste en être conscient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ces services, mais voilà, c'est au-delà d'aller lire les CGU, c'est peut-être plus simple de réussir à identifier rapidement s'il y a bien des offres gratuites et des offres payantes qui existent. Pour essayer de comprendre comment se finance l'entreprise à travers ces usages-là. Parce que le full gratuit, aujourd'hui, c'est surtout dans l'univers dans lequel on est, parce que ça coûte très cher de supporter à la fois les coûts télécoms liés à l'upload et au download, mais aussi au stockage des fichiers. Ça, c'est un vrai coût. En quelques mots, parce que là on arrive à une bonne émission bien. D'après toi, ce que tu as vécu depuis la fondation, qu'est-ce que ça a été le plus difficile de l'aventure Smash et comment tu t'as réussi à passer au-delà, à le surmonter? Il y a rien qui est insurmontable. Il n'y a rien que tu peux pas surpasser, entre guillemets. On n'a jamais vécu de gros événements, entre guillemets, qui ont été, que ce soit sur la partie tech, com, marketing, commercial, à surpasser. C'est plus une multitude, effectivement, d'obstacles qu'il faut contourner. Mais ça fait partie de nos quotidiens, c'est ce que je disais, c'est qu'on teste plein de choses. Donc, de temps en temps, on fonce tout droit sur un obstacle parce que on a tenté. Donc rien n'est insurmontable, peu importe les sujets sur lesquels on pense. Après, c'est sûr que dans l'évolution de la vie du projet, c'est sans cesse des nouveaux obstacles qui arrivent. Au début, c'était des obstacles plus tech, c'est réussir à sortir une offre gratuite qui soit suffisamment séduisante pour faire en sorte que ça génère de l'appétence et que ça génère un peu de viralité. Et puis après, arriver rapidement, la question économique, c'est ok, au début on a financé ça sur nos fonds propres, mais après comment on peut construire quelque chose de
durable économiquement parlant, entre guillemets. Donc là, il a fallu aller lever de l'argent. Là, ça n'a pas été facile parce que, je l'ai rapidement évoqué, mais quand on se lance sur un marché du transfert de fichiers qui est dominé par des acteurs très forts comme WeTransfer ou d'autres acteurs américains et autres, bah ça peut faire peur. Donc il a fallu voilà, se battre. Après, on y est arrivé, donc c'est pas insurmontable, mais c'est sûr que ça demande à consacrer beaucoup d'énergie. Et puis après, il a fallu commencer à mettre en place des leviers qui nous permettent de vendre, que ce soit de manière complètement digitale ou pas quand on s'adresse à des grandes organisations. Donc ça, pareil, hein, on a des obstacles à contourner. Et puis maintenant, voilà, on est plus sur des problématiques qui sont en lien avec le volume d'utilisateurs et de clients à gérer qui peuvent avoir un impact sur la tech, sur les aspects en lien avec la sécurité, avec les finances aussi, voilà, et puis avec la com, voilà, enfin c'est vraiment en fait toutes les parties prenantes de l'entreprise en fait sont au fur et à mesure que le projet avance amenées à devoir faire face à des obstacles. On n'a jamais rien rencontré d'insurmontable, on a toujours réussi à contourner ces obstacles, mais c'est sûr que c'est notre quotidien, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Ouais, une entreprise, quelle que soit sa taille, son marché, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions qui peuvent avoir lieu dans la même journée, plusieurs fois dans la journée. Ouais, tu parlais de l'Inde, le moyen de paiement de l'Inde qui bloque tous les transferts du jour, comment on va faire, ou encore la loi qui change en Afrique du Sud, du coup ne permet plus l'accès au réseau français. Il y a tellement de paramètres qui peuvent te donner des sueurs froides. Plein de paramètres. Puis après, mais après, après ça permet de réfléchir et de voir comment on peut contourner ces obstacles. Et nous, par exemple, l'Inde, c'est vrai qu'à un moment, on avait beaucoup d'usages en gratuit notamment. On s'est dit comment on peut améliorer le taux de transformation. On s'est posé tout un tas de questions, on a testé plein de choses et juste, entre guillemets, juste d'ouvrir la devise et la monnaie indienne, ça nous a permis d'augmenter de manière considérable le taux de transformation. Voilà, donc c'est ces petites choses qu'on n'avait pas forcément identifiées au début et qui sont intéressantes à travailler, mais c'est qui nous amène dans notre quotidien. Voilà, et fort de toute cette expérience, maintenant tu te dis ok, je recommence à zéro, imagine-toi. Si tu dois recommencer, qu'est-ce que tu ferais de différent? Honnêtement, c'est difficile parce que je sais pas si j'aurai la force de recommencer à zéro. Donc, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ouais. Et puis des sacrifices aussi, bien évidemment. Mais après, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que tu changerais? Tu dis ça, putain, c'est un mauvais plan. Et là, directement, j'aurais dû avoir cette solution. C'est le poids de l'expérience. On ferait différemment parce qu'on a testé plein de choses qui ont marché, pas marché, mais ça, je sais même pas si c'est une bonne réponse parce qu'en fait, chaque projet est différent. Le contexte est toujours différent, donc il y a des choses qui n'ont pas marché mais qui marcheraient sur un autre, sur un autre projet. Après, nous, honnêtement, je considère que nous, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on rapidement, on a réussi à bien s'entourer et ça, je pense que c'est un élément vraiment important qui fait que là, aujourd'hui, c'est qu'on est un collectif, on a un groupe de personnes qui travaillent sur le projet depuis le début et c'est rare, hein, c'est que ça fait depuis 8 ans, c'est les mêmes personnes qui travaillent sur le projet. Et ça, je pense que, tu vois, si on avait fait différemment, peut-être que là, ça aurait été un gros frein à surpasser, mais c'est plus une chose à retenir, qui serait peut-être difficile à reproduire, c'est d'avoir réussi à créer ce collectif qui est très fort et qui nous permet d'avancer et d'être là où on en est, mais sur des choses honnêtement à refaire, je sais pas, parce que tout prend du temps quoi qu'il arrive. C'est long et puis je te dis, sur un nouveau projet
on retenterait des choses qui n'ont pas marché, qui marcheraient peut-être sur un nouveau projet, que ce soit sur la partie tech. Après, c'est sûr qu'au début, on a eu des doutes sur la partie tech en se disant est-ce qu'on ne voit pas trop gros, ça nous coûte quand même de l'argent d'avoir tout de suite voulu. Mais voilà, aujourd'hui, on se rend compte que heureusement qu'on a fait ça parce que sinon, on serait plus à être en difficulté pour essayer d'absorber ce volume de nouveaux clients utilisateurs. Alors, si peut-être quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire depuis le début, quand je vois l'impact que ça a, c'est le SEO. C'est que, non, mais honnêtement, on n'a jamais travaillé ce sujet au début, en se disant c'est connexe. Donc, tu vois, en discutant, en fait, je me rends compte effectivement qu'il y a peut-être des choses qu'on referait différemment. Là, le SEO, par contre, ça c'est sûr et certain, on referait différemment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on intégrerait dès le début du projet et que ça soit la conception du produit. C'est que nous, là, quand on a décidé de vraiment lancer un levier SEO, ça a eu un impact sur la tech et sur le produit. C'est-à-dire qu'on a dû réajuster un certain nombre de choses parce que le produit et le service n'était pas du tout SEO friendly, entre guillemets. Et ça, si on l'avait fait dès le début, ça nous aurait évité de devoir passer du temps 6 ans après sur le produit. Donc ça a été quand même un gros chantier pour rendre le produit SEO friendly. Mais surtout, ces 6 années sur lesquelles on n'a pas pu bénéficier de la visibilité, sur les moteurs de la de recherche. visibilité que pouvait nous offrir ce levier-là. Donc ça, oui, je pense que c'est même sûr et certain, on aurait dû l'intégrer dès le début et si c'était à refaire, on le referait. Ok, ouais, non, mais c'est... comme, Après, il y a d'autres sujets, ouais, il y a pas mal d'interrogations. Là, j'ai évoqué ce qu'on n'a pas vu trop gros au début sur la tech, sur la partie infra. Peut-être, c'est sûr que ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, quand on voit là où on en est, on dit heureusement qu'on a bien fait. Après, pareil, sur un autre sujet, c'est que même si on l'a fait par étapes, c'est qu'on s'est lancé sur une offre gratuite, après, qui s'adresse aux petits pros, et après des grandes organisations. Du coup, tu te disperses parce que tu n'adresses pas les petits pros de la même manière que tu adresses les grandes organisations. Donc, est-ce que c'était pas une bêtise? Parce qu'on voit que dans ça, il y a pas mal d'éditeurs qui se positionnent soit que sur le marché des petits, soit sur le marché des très gros. Par exemple, un WeTransfer était positionné que sur le marché des petits, ils adressaient que les pros, entre guillemets. Voilà, nous on a voulu, entre guillemets, au sein d'une même offre, adresser une multitude de clients potentiels dont la manière de les adresser est totalement opposée. Donc à un moment, on s'est questionné quand même en se disant est-ce que c'est pas too much pour nous, quoi. On n'est pas en capacité, est-ce qu'il faut pas faire un choix c'est sûr. Voilà, mais tu vois, j'ai pas vraiment de réponse à apporter parce qu'aujourd'hui, les deux nous apportent et on trouve que parce que dans l'univers, voilà, du transfert de fichiers, même si ça peut faire peur, tu vois, des grandes organisations, d'avoir une offre gratuite qui est utilisée par des millions d'utilisateurs, nous on considère que c'est une force parce que le fait d'avoir ces millions d'utilisateurs, ça nous force de prendre vraiment au sérieux et à cœur les sujets en lien avec la sécurité, de pouvoir proposer une plateforme extrêmement performante, ce que proposent pas des petits éditeurs qui sont, quand je dis petits éditeurs, c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que c'est des éditeurs qui sont positionnés que sur le marché entreprise et qui du coup adressent par défaut non pas des millions d'utilisateurs mais plus des centaines ou des milliers. Nous on est sur des millions avec beaucoup de volume, donc c'est des problématiques fortes qui peuvent bénéficier entre guillemets aux grandes organisations, tu vois. Donc tout ça c'est des choses qui à travers l'expérience nous font penser ça, qui n'était pas forcément le cas au début. On se disait plus est-ce qu'on fait pas une erreur à vouloir adresser tout le monde, voilà, au même titre qu'au début on s'était dit peut-être qu'il faut arrêter d'adresser tous les secteurs d'activité et toute taille d'entreprise, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser que sur les créatifs et les petits pros, voilà. Parce que c'est ce que c'était pas, tu vois, se diversifier et se perdre un peu voilà, sur des problématiques qui sont différentes d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial.
d'un Et, point de vue aussi un peu produit, quoi. et sur, et alors, ok, sur ce que tu changes, ce que tu aurais peut-être changé, donc je retiens en particulier le SEO évidemment parce que c'est, tu l'as dit toi-même en répétant quelque chose qui est une maxime du SEO, c'est que c'est le marathon et donc on voit les résultats plusieurs mois voire années après, non, puisque c'est là quand même, je le considère le SEO comme un verre d'eau qui est vide et chaque fois qu'on améliore quelque chose on rajoute une goutte. Et puis à force d'avoir des gouttes et avec du temps, et bien on a le verre qui est plein, le verre d'eau, pas un verre vide. Et donc c'est tout le monde veut le verre d'eau directement. Alors pour ça, il y a d'autres moyens, les ads, etc. Mais les ads, c'est pas un investissement, c'est du cash qui s'en va, qui est brûlé une fois. Tu payes pas. Google, c'est pas l'État français qui te coupe pas l'électricité en hiver, non, te coupe l'électricité et c'est fini. T'as plus tes publicités, alors que si tu as travaillé ton SEO, c'est un investissement à long terme et tu peux boire régulièrement ton verre d'eau qui se remplit automatiquement et qui grossit en plus de ça. Donc effectivement le SEO c'est une bonne leçon. Et d'ailleurs si tu crois que tu pourrais j'ai deux questions en fait, une sur la projection d'ici à 5 ans, c'est que il y a une vision sur quelle serait la vision. Smash va rester un outil de transfert de fichiers, Oui. ou elle va après ajouter d'autres services peut-être. On reste sur le transfert de fichiers. Non, Ok, on reste sur l'ADN. Après, sur la vision, pour le moment, c'est un peu difficile de répondre à cette. voilà, puis il y a Enfin, des on a choses une qui vision sont secrets très aussi. claire. On a au niveau de la stratégie, on a plusieurs options qui sont envisagées. Voilà, mais aujourd'hui, de par le contexte et l'évolution et la croissance très forte qu'on est en train de vivre, on a besoin d'avoir un peu plus de recul sur ce qui est en train de se passer avant de pouvoir, de manière très claire, partir sur une stratégie à moyen long terme. D'accord. Et dernière question, on y arrive Mais à. bon, aujourd'hui, on s'éclate dans ce qu'on fait, et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, Ouais. Ah non, mais c'est super important, hein. C'est ta motivation qui te dit waouh, comment je vais faire pour aider mon client potentiel demain ou aujourd'hui même. C'est super motivant, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Et d'ailleurs, à ce propos, sur ce type de motivation, d'après toi, donc j'ai pas demandé de ton âge, mais t'es pas né d'hier et tu as vu beaucoup tu nous as raconté que tu as eu un background assez complet dans les communications et la technologie. Quelle croyance tu penses qui peut être limitante, t'aimerais toi briser chez les entrepreneurs français qui nous écoutent aujourd'hui? Tu sais, on a toujours des barrières mentales, des croyances limitantes qu'est-ce que. enfin, c'est difficile de répondre parce que effectivement, j'ai 45 ans, ça fait effectivement un paquet d'années que j'entreprends. Après, enfin, j'ai le sentiment parce que nous, on a fait le choix sur Lyon d'être dans un lieu qui est dédié à l'innovation, c'est-à-dire qu'on est entouré d'entrepreneurs dans l'innovation qui travaillent sur des projets innovants qui peuvent avoir un impact sociétal, environnemental et autres. Et du coup, on est entouré de jeunes entrepreneurs parce qu'il y a à peu près dans le lieu dans lequel on est, qui s'appelle le Hachette à Lyon, qui est le lieu totem de la French Tech sur la métropole et même sur la région. Donc c'est vraiment un acteur fort dans l'écosystème de l'innovation de manière locale. Voilà, on est entouré par 70 porteurs de projets avec des équipes. Et ça, c'est notre quotidien. C'est-à-dire volontairement, on a fait le choix d'avoir nos bureaux au sein même de cet écosystème-là. Et donc, je côtoie des jeunes entrepreneurs au quotidien, à la machine à café, par exemple, et lors de rencontres qui peuvent être organisées pour
partager sur tout un tas de problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et j'ai quand même le sentiment que les jeunes entrepreneurs, ils sont bien conscients que c'est pas, comme je l'ai dit, un long fleuve tranquille, que voilà, il y a des hauts et des bas et que on parle beaucoup de belles réussites, mais ces belles réussites, elles représentent un pourcentage très très faible de tous les projets qui sont lancés au quotidien, que ça soit en France ou dans le monde entier. Donc voilà, au final, voilà, ça reste une entreprise avec des réalités économiques, hein. C'est sûr que nous, on était un peu dans l'univers startup où de par ce qu'on peut lire dans la presse et regarder à la télé ou sur le web, de temps en temps, peut-être que ça fait rêver, mais derrière aussi, ça donne voilà, des ambitions et ça permet aussi peut-être à des gens, des entrepreneurs de se lancer, mais moi j'ai quand même l'impression que les entrepreneurs que je côtoie et qui sont plus jeunes, ils sont quand même assez en phase avec tout ça, c'est qu'ils ne se lancent pas non plus totalement dans l'inconnu et dans un rêve fou en se disant d'ici 1 an ou 2 ans, ça va être l'Eldorado. Non, ça c'est quelque chose qui quand même, j'ai l'impression, ont bien ça en tête, donc c'est plutôt favorable. Après, honnêtement, je trouve que en France, on est dans un pays qui aide à entreprendre. Et honnêtement, moi, quand je vois le lieu dans lequel on est, l'équipe qui anime ce lieu, c'est une chance incroyable pour nous tous de pouvoir bénéficier de tout ça, quoi. Ça aide à se lancer et ça aide à travers l'accompagnement à atteindre son objectif, à savoir avoir voilà, une entreprise qui est rentable et qui crée de la valeur. Et ça, c'est honnêtement, alors je parle de ce que je connais, donc c'est mon quotidien sur le territoire. Je considère que c'est une chance. Je ne sais pas de manière précise de ce qui se fait à l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs, mais en tout cas je considère qu'en France on a la chance de pouvoir se lancer assez facilement dans l'entrepreneuriat à travers tout un tas de dispositifs qui existent, à travers soit des dispositifs qui ont été mis en place par l'État, mais aussi par des métropoles, des régions qui incitent à tenter l'aventure et après derrière voilà, il y a tout un écosystème qui est mis en place et qui permet voilà, d'accompagner des porteurs de projets qui partent de la simple idée jusqu'à la mise sur le marché d'un produit et la commercialisation, et puis après son envol même, que ce soit en France et à l'international. Et ça, c'est, je considère, une vraie chance, quoi. Et aujourd'hui, nous, on se nourrit de ça, c'est-à-dire qu'on considère que ça nous a énormément apporté et on veut continuer à pouvoir en bénéficier, et sachant que c'est quand même beaucoup de partage, donc d'être dans un lieu où au quotidien on est avec d'autres entrepreneurs qui sont du coup en ce qui nous concerne on donne plus que ce qu'on reçoit parce qu'on a plus de maturité sur tout un tas de projets, mais c'est extrêmement excitant de pouvoir échanger parce que c'est stimulant et puis même ça peut sans cesse nous permettre d'évoluer et au-delà d'apporter, mais on est dans l'échange, c'est un lieu d'échange et ça c'est un choix qu'on a fait et que je regrette pas, et d'ailleurs on est toujours présent dans ce lieu parce que ça nous semble important de pouvoir être dans le partage, donner et recevoir. Ok, waouh, quelle conclusion fantastique. Ouais, j'avais prévu quelque chose, mais c'est fantastique. Donner et recevoir, c'est parfait. Souvent, c'est l'échange de fichiers, non? Pareil, même chose. Très joli. Allez, pas mal. Waouh, fantastique. Merci Romaric, merci infiniment d'avoir partagé cette aventure Smash avec nous. On retient une chose, c'est derrière chaque frustration, se cache une opportunité, t'as su la saisir. Derrière chaque géant, il y a
de la place pour un challenger audacieux comme ce match dans le transfert de fichiers. Et si vous voulez tester ce match, vous allez foncer sur fromsmatch.com, je mets ça à l'écran. Et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous, laissez 5 étoiles sur les différentes plateformes que vous écoutez, que ce soit Amazon, Spotify ou Google Podcast, enfin tout là où c'est que tu m'écoutes. Abonne-toi à Serge Baguette, parce qu'ensemble on ne fait pas que parler SEO et digital, aussi on construit le futur et l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et demain. On se voit dans un prochain épisode. Ciao ciao, prenez soin de vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu toujours plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Serge Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.